C'est gentil Eric, merci. Alors, on va découvrir justement les problématiques d'intervention des ONG, entre autres à l'international, et puis également quelle est la prise de décision lorsqu'on doit intervenir dans tel ou tel pays suite à des catastrophes. On aura comme exemple bien sûr donc ce typhon, un des plus gros finalement, le plus gros, qui on va témoigner dans quelques instants, hein. Le plus gros donc qui s'est abattu sur les Philippines en novembre 2013. C'était le 3 novembre pour être exact. Ça va démarrer dans quelques instants, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous. Installez-vous. Donc, témoignage international, place centrale. Merci d'être avec nous. Nous allons pouvoir donc accueillir Eric Zipper. Bonjour Eric Zipper, d'être présent. Vous êtes président donc du CMS, Corps mondial de secours, ONG, c'est ça? Oui, voilà, une ONG fondée en 72, une ONG française, par l'abbé Pierre et Théodore Monod, après les inondations du Bangladesh. Donc, qui intervient finalement à cette ONG à l'international? Alors, elle intervient dans tous les pays, sans exception, suite aux catastrophes naturelles et uniquement suite aux catastrophes naturelles. Ouais. Donc, on est intervenu un peu plus de 40 pays. Combien de membres? On a le chiffre ou pas? Ah oui, on a le chiffre. Oui, ouais. oui. Donc, on est une petite ONG parce que on part jamais à plus de 25 en opération. Donc là, cette année, on est 90 sauveteurs opérationnels et puis une trentaine qui s'occupent de logistique et de base arrière. Alors on va évoquer ensemble justement peut-être les difficultés ou pas, la prise de décision, comment une ONG doit intervenir donc dans tel ou tel pays suite à telle ou telle catastrophe. Quels sont les éléments qui fait que vous interveniez donc dans un pays pour finalement donc aider la population? Alors on a une habitude qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on ne part jamais dans un pays si le pays n'a pas demandé l'aide internationale. Donc même si ça nous paraît prioritaire de partir, si le pays a fermé ses frontières, on ne part pas. On part aussi que s'il y a des conditions de sécurité qui permettent d'être à peu près sûr de ramener notre équipe. Bon, voilà, donc c'est pour ça que par exemple on n'est pas parti après Fukushima. C'est pour ça qu'on n'est pas parti après un des tremblements de terre qui a eu lieu entre la frontière afghane et la frontière pakistanaise, parce que c'était trop dangereux. Mais sinon on part à peu près partout. Et avant de partir, on s'assure que le pays est demandeur, donc en contactant l'ambassade du pays, en contactant l'ambassade de France dans le pays là-bas quand on peut les joindre. Et puis ensuite, il faut qu'on ait sur place un chantier qui puisse démarrer quasiment dans les 4 heures qui suivent notre arrivée dans le pays. Donc tout ça, ça fait beaucoup de contraintes, mais ça nous permet d'engager l'argent de nos donateurs que sur des missions dont on est sûr qu'elles vont servir à quelque chose. Alors on a la chance justement d'avoir une représentante donc du consulat, c'est de Philippines, donc des Philippines, c'est Christina Rolla McKernan qui est avec nous. Merci d'être présente dans l'assistance. Alors justement, ça a été le cas avec les Philippines. Il y a eu une demande d'intervention. Oui, alors les Philippines, c'était très particulier parce qu'on était en plein stage de formation pour nos équipes quand le typhon Haiyan a démarré. On a très vite compris que ça allait être, que c'était quelque chose qui allait avoir des conséquences lourdes. On a eu un peu de mal au début à avoir des contacts avec l'ambassade de France aux Philippines parce que le consulat qui était sur l'île, sur Cebu, avait des problèmes de communication. Par contre, on a vite eu des contacts avec l'ambassade des Philippines à Paris, qui nous a confirmé qu'ils demandaient l'aide internationale. L'INSARAG l'avait demandé aussi. Et à partir de là, nous, on a proposé nos services. Mais pareil, on en discutait encore juste avant, on les a proposés en les dimensionnant à la demande et à l'organisation que pouvait encore avoir le pays. Par exemple, les Philippines est un pays où il y a de très très nombreuses îles, donc qui ont une très grosse flotte de bateaux. Or, 80% de la flotte avait été détruite par le typhon Haiyan sur la zone où on devait venir, et on savait que les plus gros bateaux qu'on pouvait encore espérer trouver étaient des pirogues. Donc on ne pouvait pas partir avec 4,5 tonnes de matériel comme d'habitude et 25 personnes, et c'est pour ça qu'on est parti à 11 avec 1,5 tonne de matériel et avec une vraie priorité médicale, puisque c'était la priorité qu'il y avait. Voilà.
On va rappeler un petit peu l'ampleur justement de ce typhon. Si vous ne l'avez plus en tête, c'était en 2013. C'est vrai, des fois on oublie un petit peu la dimension donc de ces catastrophes. C'est quand même 10 000 morts. 2000 disparus, hein, donc c'est vraiment énorme. C'est évidemment une dimension très 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 grave donc au niveau de cette catastrophe naturelle. Et surtout, c'était le typhon le plus violent jamais enregistré, donc avec sur l'archipel de Bantayan où on était, des vents qui ont été enregistrés à 347 km/h, ce qui paraît tout à fait, qui est dénué de toute réalité, sauf que si on se dit que 350 km/h, c'est à peu près la vitesse maxi d'un TGV. Donc s'imaginer passer la tête par la fenêtre du TGV quand il roule à cette vitesse-là. Et d'après les descriptions qu'on a eues aussi des gens qui étaient sur place pendant le typhon, malgré les abris qu'ils ont, qui sont des espèces de bunkers où ils se réfugient dedans, ils ont été terriblement choqués et ils ont eu peur que le bunker s'envole parce qu'il vibrait vraiment très fort. Ouais. Et donc c'est pareil, on n'a jamais voulu contester les chiffres qui ont été donnés, mais le nombre de disparus, nous on a vu des îlots qui étaient quand même complètement dévastés par la tempête, où il restait rien, quoi, où le vent avait tout emmené. Donc c'était vraiment un typhon très très violent. Ouais. Alors, on voit les images sur place, donc là on peut les commenter, celles-ci. Hein, donc, ouais, alors là, c'est sur place, là. Ouais, on est au nord de l'archipel de Cebu. On n'est pas encore parti pour l'archipel de Bantayan, puisque ce qui était intéressant aussi sur cette mission, c'est ce qu'on essaye de faire comme à chaque fois, c'est quand on a atterri à Cebu, qui était notre point de chute, on voulait pas aller à Tacloban, qui était un peu le hot point où tout le monde allait. On est allé à Cebu, et à Cebu, on a rencontré le gouverneur, on a rencontré les responsables médicaux qui nous ont fait part des demandes de la population et des autorités locales. Et là, on est allé tout au nord de l'île de Cebu, et c'est là qu'on devait intervenir normalement à cet endroit-là. À cet endroit-là, on a rencontré l'armée israélienne qui avait déployé un poste médical avancé et qui nous ont dit que c'était bon, ils étaient en capacité de gérer ce qu'il y avait là. Par contre, ce qu'ils savaient, c'est que si on arrivait à traverser le bras de mer qui nous séparait de l'archipel de Bantayan, à Bantayan, personne n'était encore arrivé et qu'il y avait de gros besoins. Donc c'est là qu'on a pris la décision, avec les autorités locales, d'arriver à passer sur l'archipel de Bantayan. Voilà les chiffres, donc 23 000 blessés. Hein, voilà, ouais, donc, c'est ça, ouais. Ouais. Voilà, donc ça c'était juste pour vous expliquer aussi un petit peu que quand on part dans l'archipel de Bantayan, on est quand même très très loin de Paris, parce qu'il nous aura fallu presque 2 jours et demi pour arriver à Bantayan. On aurait eu 38 heures d'avion pour y aller, bon, ce qui est relativement logique, mais après il a fallu utiliser des bus, des petits camions. On a pris le premier bac qui pouvait traverser, on a repris un camion de l'autre côté, et après on a fini avec du matériel qu'on a transporté en pirogue. Donc je pense qu'on aura à peu près utilisé tout ce qu'il y avait et tout ce qui fonctionnait encore pour pouvoir nous amener jusqu'à cet endroit-là. Alors c'est une dimension qui est importante à prendre en compte aussi, parce que quand on a des équipes à gérer, il faut que nos équipes, il leur arrive rien, parce qu'on est vraiment très 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 loin de tout, voilà, avec même des problèmes de sûreté importants aussi dans ces archipels. Et ensuite, ça c'est juste pour vous montrer la fin du périple. Donc c'est un petit peu la visite qu'on a faite dans les différentes îles qui étaient là-haut, avec une équipe light, hein, donc 11 sauveteurs. Donc dedans on avait 2 médecins, on avait plusieurs infirmiers, on avait quelques techniciens de catastrophe qui ont fait du découpage de troncs, qui ont rouvert des routes sur des petites îles, et qui ont aidé aussi à remettre des écoles en service, puisqu'on sait très bien que quand la vie redémarre au niveau des écoles, ça sert de catalyseur pour la suite. Hein. On aura réussi quand même, avec nos 900 kilos de médicaments, à soigner un peu plus de 460 personnes. Et on est parti avec du matériel très léger, puisque d'habitude on part avec 3 fois ça. Et là on n'avait qu'une tonne 5 de matériel. Ouais. Comment ça se passe sur le terrain au niveau de l'improvisation? Parce qu'il faut s'adapter, c'est normal. Ah oui, oui, complètement, c'est le principe. Il y a une prise de décision, des réunions. Vous dites, bon voilà, on a tant de pirogues, on a du matériel à transporter, qu'est-ce qu'on fait? On se réunit, je sais pas, donc c'est avec Paris, enfin voilà. Comment ça se passe? Non, alors après, une fois qu'on est arrivé sur place, on est vraiment isolé. On est vraiment isolé. On continue à donner des nouvelles tous les soirs à notre base arrière via notre téléphone satellite pour rassurer les familles, les employeurs, le Quai d'Orsay. Enfin voilà, on reste en contact tout le temps avec eux. Par contre, après, le chef de mission a une autonomie totale sur place. Et donc, quand on est arrivé dans l'archipel de Bantayan, il y a 2 villes principales, c'est Santa Fe et Bantayan. On s'est mis en contact avec les maires des 2 communes. Et en fonction des besoins qu'ils ont exprimés, on a commencé à démarrer. Donc, on a commencé à travailler
avec le maire de Bantayan, qui lui nous a encore envoyé un peu plus au nord dans des îles où il savait qu'il y avait vraiment où il y avait vraiment des besoins, et on est revenu sur Santa Fe quelques jours plus tard. Donc c'est vraiment c'est nous qui prenons les décisions, et c'est vraiment le boulot du chef de mission et de son adjoint d'anticiper et d'avoir quelques jours d'avance. Lorsque vous arriviez sur place, pouvez-vous nous raconter un petit peu justement l'accueil des populations, j'imagine évidemment, qui étaient très touchées, émotionnellement, psychologiquement, mais très contente cette population de vous voir? Oui, alors une fois de plus, on est arrivé de nuit, ce qui est pas le plus évident non plus. Donc quand on est sorti du bac, on avait bien compris qu'on arrivait au cœur de l'endroit où était passée la tempête, hein, parce qu'on naviguait quand même entre les bateaux qui étaient coulés, et puis quand on a débarqué sur l'archipel de Bantayan, on a surtout remonté des immenses files de réfugiés qui attendaient à leur tour de pouvoir fuir l'île, hein, et de retourner sur l'archipel de Cebu. Et on est tombé sur le maire de Santa Fe qui nous a demandé de rester chez lui, qui avait besoin d'aide et tout. Et on n'a pas pu rester pour des raisons de sûreté. C'est qu'il n'avait aucun bâtiment dur dans lequel on pouvait poser notre matériel et abriter les équipes. Et c'est pour ça qu'on est parti jusqu'à Bantayan, où on est arrivé aussi en pleine nuit. On a dû dégager les alentours d'un tout petit hôpital qui venait de construire. Et on a passé la nuit à s'installer pour être capable à 6h30 le matin de faire le premier poste médical avancé. Donc c'est des choses qui sont très tendu, avec des gens qui ont déjà 3 jours de voyage, et il faut qu'ils soient efficaces le lendemain matin. Oui, c'est ça. Donc tout de suite, voilà, on leur demande vraiment une efficacité, en tout cas une intervention immédiate. Là, c'est justement le camion, là, voilà. Alors là, oui, c'est une photo juste pour vous montrer que de travailler avec les autorités en amont, ça nous rend plus efficaces sur place. On n'avait pas compris pourquoi c'était toi, Vanessa, qui était allé chercher une lettre de recommandation de l'ambassade pour nous faciliter les démarches administratives quand on arrivait là-bas. Et donc là, notre matériel, il fallait à 3h du matin, il fallait qu'on puisse le sortir de la zone sous-douane. Et la zone sous-douane à Cebu, elle est fermée la nuit. Mais par contre, grâce au laissez-passer qu'on a vu par l'ambassade des Philippines en France, il aura fallu une demi-heure pour qu'il la rouvre, que notre matériel sorte et qu'on puisse partir en pleine nuit avec le matériel. Donc tout ça, c'est des choses qui font gagner du temps. Mais c'est aussi des choses qui doivent forcément se faire en collaboration avec les autorités si on veut que ça fonctionne correctement. Voilà, et donc ensuite, nous, notre particularité aussi, c'est, malgré qu'on soit parti avec peu de matériel, c'est d'être quasiment autonome. On est autonome en nourriture, on est autonome en eau, on est autonome en logement. On ne veut pas être un poids pour le pays dans lequel on arrive. Donc il faut qu'on vienne, mais qu'on ne prenne pas à notre tour une part du peu qui reste pour la population locale. Ce qui paraît évident, mais ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et le deuxième point dont on est très fier aussi dans notre ONG, c'est qu'on ne part pas à l'endroit où c'est le plus facile d'aller, on part vraiment à l'endroit où les besoins qui s'expriment sont les plus forts. Voilà, ça c'est le cahier des charges en fait de l'ONG. Oui, tout à fait. Ouais. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames, messieurs, nous sommes avec Eric Zipper, président du CMS, Corps mondial de secours. Nous sommes ravis de ce témoignage, donc de cette intervention, en l'occurrence en 2013, donc suite à la catastrophe au typhon Haiyan, donc qui s'est abattu sur les Philippines, et on découvre donc ce parcours, finalement, ce périple, donc pour aider la population, et c'est pas facile. Et c'est là qu'on se rend compte de la dimension finalement d'adaptation, la dimension donc de la donation de soi, d'énergie, de réflexion, de lien entre les membres de l'équipe, et puis bien sûr de partage avec la population et les autorités sur place. Donc c'est assez incroyable. C'est vrai que loin de nous, bien sûr, lorsqu'on est ici même dans l'Hexagone et qu'on n'a que les images, on n'a pas cette dimension-là. Oui, puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour avoir pas mal discuté avec et le maire de Bantayan et le maire de Santa Fe, ils nous ont dit quand on partait, ils avaient des premières personnes qui venaient les aider, et ils nous disaient voilà, mais moi les gens qui viennent du monde entier mais qui ont que leurs deux mains à nous offrir, ils nous servent à rien, parce qu'en fait il faut qu'on les protège, il faut qu'on les nourrisse, il faut qu'on les loge, et puis des mains ici on en a plein, quoi. Ce qu'on a besoin c'est des compétences, du matériel, voilà, des médicaments. Donc c'est aussi ça, l'aide internationale, ça s'improvise pas. C'est-à-dire on peut pas partir juste comme ça pour aller aider, c'est vraiment très noble comme idée, mais en fait on devient une charge pour le pays où on va. Donc il faut vraiment partir parce qu'on a des spécificités. Ouais, cette photo, c'est pareil, ça c'est l'arrivée, donc quand on avait commencé à nettoyer une des pièces, donc ça c'est l'équipe qu'on avait médicale. À l'hôpital, c'est ça, voilà. Oui, enfin dans ce qui, c'est un hôpital où il y a 3 pièces. Voilà, ouais, c'est ça. L'hôpital de 3 pièces. Voilà. Ouais, l'hôpital de 3 pièces, dont 2 qui servaient pour que nous on puisse se loger.
Et donc on travaille en association avec un organisme qui s'appelle Tulip et qui est chargé de collecter des médicaments dans des laboratoires et qui prépare en cas de catastrophe des lots qui sont prêts pour partir. Donc c'est avec eux qu'on travaille, ce sont des malles toutes faites. Et là par exemple, on avait fini de nettoyer, il ne nous restait pas beaucoup de temps pour dormir, mais si on voulait pouvoir faire des postes médicaux avancés le lendemain, il fallait déconditionner tout ce matériel pour le reconditionner en plusieurs lots. Donc c'était le travail des paramèdes et des médicaux pendant leur première nuit de sommeil. Voilà. Oui, c'est ça, parce que là, il y avait 3 jours donc, de périple, et il fallait être prêt, c'est ce qu'on a entendu, le lendemain matin, donc 6 heures, hein, voilà, et pas de nuit possible de sommeil. Donc il fallait préparer tout ça. Après, on reste pas longtemps, donc c'est vrai qu'on essaye de rentabiliser au maximum. Et pendant ce temps, le reste de l'équipe, son travail, c'est son logisticien, c'est de mettre en place de la communication, de mettre de l'éclairage, en fait, de l'électricité pour le minimum qu'il nous faut. Et voilà, et l'arrivée est toujours un peu longue. Il faut trouver. On n'a pas le droit de transporter un groupe avec des fluides à l'intérieur, donc ça veut dire qu'il faut trouver de l'essence, de l'huile sur place. Il faut être sûr qu'elle soit compatible. Et puis il faut que ça tourne, quoi. Quelle était la température? J'aperçois un peu de buée, mais c'est quand même tropical. Non, c'est la buée que vous apercevez, c'est juste parce que le groupe fume au démarrage. Ah, mais... c'est de la fumée en fait, d'accord. C'est de la fumée, non, il faisait super chaud. Franchement, il faisait vraiment chaud. Et puis ça, c'est juste pour vous montrer que l'accès à l'hôpital en lui-même n'était pas super facile. Donc ça, c'est le lendemain matin, on a essayé de nettoyer un peu plus, mais c'était le tas de décombres qui était venu s'échouer devant l'hôpital. Donc c'est un mélange... C'est un mélange un peu compliqué de tôles, d'arbres, de poteaux électriques, de câbles. Tout ça, c'est enchevêtré et puis ça fait des gros tas partout. Donc c'est assez compliqué à dégager. Voilà, donc le bûcheronnage, on en parlait tout à l'heure. Ça, voilà, pour vous expliquer aussi, cette photo, elle est intéressante parce qu'elle montre la puissance que peut avoir le vent. Les bateaux que vous voyez là, c'est des bateaux qui sont des chalutiers, hein. Et ils sont passés de l'autre côté du môle, c'est-à-dire ils étaient arrimés sur l'autre côté et la tempête les a propulsés au-dessus et les a fait s'échouer sur l'autre bord. Donc voilà, ça donne une petite idée quand même de la puissance du vent. Ouais. Alors après, on a fait beaucoup de soins dans plein d'endroits différents. Là, c'était à Santa Fe. Alors toujours avec une population, nous on est toujours admiratifs des populations qu'on rencontre dans ces pays, c'est-à-dire que c'est l'aubaine, il y a des médecins français qui sont là, il y a des infirmiers, il y a des médicaments, il y a des gens qui sont capables de le prendre en charge. Donc tout le monde vient tenter sa chance, des choses les plus graves aux choses les moins graves. Donc on s'est retrouvé avec une queue de 800-850 personnes. Donc c'était juste pas gérable pour nous, on n'était pas assez nombreux. On s'est appuyé sur un petit dispensaire qui avait des aides-soignantes et des infirmiers qui nous ont fait un pré-tri. Et après, quand dans l'après-midi, on s'est aperçu qu'on ne pourrait pas s'occuper de tout le monde, on a envoyé des Philippins expliquer dans la file qu'il fallait nous laisser juste les enfants qui étaient blessés ou malades, les gens qui étaient vraiment blessés ou les vieilles personnes qui étaient vraiment abîmées. Et ça s'est passé, les gens sont rentrés chez eux. Il y a une compréhension de la population. Voilà. Donc, et j'imagine toujours la même chose dans un service d'urgence un samedi soir où on disait si les gens qui n'ont pas besoin, vous pouvez rentrer chez vous. Je suis pas sûr qu'il y ait la même réaction. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Bon là après c'est juste pour vous montrer aussi qu'il y a un gros travail d'évaluation qui est fait, c'est-à-dire que pendant qu'il y a une partie de l'équipe qui se fixe à un endroit, il y a une autre partie de l'équipe qui va évaluer effectivement les dégâts qui sont autour, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit dégager, quelles sont les choses les plus dangereuses à faire cesser. Voilà, donc ce travail se fait de manière... tout le monde avance de front, c'est-à-dire on est sur une île, certaines personnes s'occupent de soigner la population, d'autres vont estimer les dégâts. Nous, il faut aussi qu'on fasse de l'information, parce qu'on remonte de l'information pour les ONG qui vont venir après nous. C'est ce que je vais vous demander justement. Ouais. Voilà, donc on a un gros travail de renseignement aussi à faire, donc on s'en occupe aussi pendant cette période-là. C'est incroyable. Hein. Ouais, on ne se rend pas compte en fait. Hein. On ne se rend pas compte de la portée de ces catastrophes. Voilà. Donc bon, ça c'est juste une photo, mais j'imagine que tous les bâtiments quasiment étaient dans le même état. Oui, après il y a quelques bâtiments qui avaient résisté, mais ils étaient très peu nombreux parce qu'il fallait qu'ils soient en béton quasiment. Hein. Et puis sinon il y avait beaucoup d'endroits où il n'y avait plus du tout de bâtiments, quoi. Donc en fait, ce qui nous a tous le plus impressionné, c'était le vide qu'il y avait à certains endroits, quoi. De l'espace. Ouais. Donc là voilà, on est toujours dans le grand gymnase là, de Santa Fe. Et cette photo j'aime bien aussi parce que on voit aussi à quel point la population est disciplinée
est compréhensive et accepte d'attendre. On avait mis en place un système de classement suivant les priorités des gens. Il y avait des gens qui ont attendu longtemps parce que c'était pas urgent ce qu'ils avaient et on les prenait beaucoup plus tard. Et personne ne disait rien, personne ne manifestait de mécontentement. Les gens étaient juste patients et juste très reconnaissants qu'on puisse s'occuper d'eux finalement à la fin. Alors cette photo aussi, elle est bizarre. Je la trouve toujours un peu choquante parce que c'était le paradoxe qu'on avait quand on intervient. Alors quand on intervient après un séisme, c'est pas la même chose parce que le séisme continue pendant qu'on y est, donc on est bien dans le truc. Mais là, en fait, une fois que le typhon Haiyan était passé, les Philippines avaient retrouvé, au moins sur les plages, une mer paradisiaque, un sable tout blanc, et pourtant dès qu'on se retournait, c'était pas la même chose. Et c'était aussi pour vous montrer que dans une mission, il y a la partie où on soigne les gens, il y a la partie où on fait de la reconnaissance, puis il y a une immense partie où on passe notre temps à décharger et à recharger du matériel. On arrête à chaque fois de le compter, mais je ne sais pas combien de fois par jour on porte ces malles. On les porte pour les embusquer sur la plage, on les porte dans l'eau pour les mettre sur les pirogues, on arrive, on les ressort, on les remonte dans un village, on les redescend 2 heures plus tard. Enfin voilà. Donc c'est aussi malgré la chaleur et tout, un travail qui physiquement est compliqué. Et puis une autre chose dont on est fier aussi dans notre ONG et qui nous aide beaucoup en mission, c'est qu'on a 2 fois la règle des 2 tiers, 1 tiers. On est à 2 tiers d'anciens, 1 tiers de nouveaux parce que c'est comme ça que ça marche bien. Et on a aussi 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes. Et les femmes qu'on a ne sont pas que des paramédics ou des médecins, ce sont des femmes qui ont suivi les mêmes formations que les hommes, qui sont tout aussi capables de tronçonner un arbre qu'une dalle en béton. Et ça nous permet aussi d'avoir un contact avec la population qui est bien meilleur, parce que c'est moins effrayant de voir un groupe mixte que des hommes. Et puis dans beaucoup de pays, ça nous a permis aussi de pouvoir soigner les femmes que nous, on n'aurait pas pu soigner. Donc ça, c'était ce dont je parlais avec la représentante de l'ambassade. C'était tout à la fin. Alors, c'est une image qui, comme ça, paraît super sympa, mais qu'en fait est très choquante. Quand on part en mission, on a souvent nos billets d'avion qui nous coûtent pas cher. On trouve souvent des compagnies qui nous offrent ou qui nous font payer que les taxes d'aéroport. Par contre, on paye toujours le fret. Donc je me souviens très bien des tarifs. Aux Philippines, c'était 4 € le kilo de fret. Donc sur 1,5 tonne, ça commence à faire. À Haïti, c'était Haïti, c'était quasiment le même prix, sauf qu'on était parti avec 4,5 tonnes de matériel. Par contre, quand on a voulu rentrer des Philippines, le business ayant repris ses droits, le kilo de fret était passé à 16 € le kilo. Et nous, on ne pouvait plus ramener notre matériel. Enfin, en gros, ça valait plus le coup. Et donc, du coup, ce qu'on a décidé, c'est que, si vous voyez, c'est Albert Camet qui est debout. C'est celui qui a fondé le premier groupe de volontaires qui est sur l'île de Bantayan et qui aide la population après les typhons. Et donc nous, on leur a remis l'ensemble de notre matériel avant de partir pour qu'ils puissent avoir à leur tour une base de matériel qui puisse leur permettre d'être plus efficaces. Donc ça, c'était le bon côté des choses, c'était la remise officielle du matériel avant de repartir. Et voilà, bon, c'est vrai que c'est des moments qui sont sympas et on est toujours en contact avec eux, on sait exactement ce qu'ils font avec notre matériel, ils continuent à se former, à évoluer. Et voilà, c'est aussi la satisfaction de pas s'arrêter. C'est gratifiant, j'imagine, qu'on a une suite comme ça, une continuité de son intervention. Vous avez un suivi en fait dans tous les pays où vous êtes intervenu, un petit peu dans l'esprit ? Oui, je pense que oui, dans chaque pays on a gardé des contacts. Après, on est d'autant plus content de garder des contacts, c'est qu'on a quand même, le jour où on part, un sentiment de ne pas avoir fini notre boulot. On aurait pu rester 6 mois de plus si on avait encore. Donc il y a un moment, il faut bien partir et de se dire qu'il y a des gens qui continuent derrière et qui ont repris le flambeau. C'est alors soit des gens locaux, soit les ONG qui arrivent derrière nous. C'est plutôt sympa de savoir que ça ne s'arrête pas quand on part. Comment ça se décide justement le départ ? Le départ, il se décide à l'arrivée. C'est-à-dire que vous avez une date butoir ? Vous dites bon, voilà, on essaie de. Alors, ça reste très aléatoire. On est d'accord qu'il y a des endroits où on n'est jamais sûr de pouvoir repartir quand on a prévu de le faire, mais par contre, on est forcé. Si on veut pouvoir continuer à avoir des volontaires et des employeurs qui leur permettent de partir, il faut qu'on ait aussi des dates de retour qui soient à peu près fixes. C'est aussi pour ça que vous avez vu que on dort pas beaucoup la nuit parce qu'on sait qu'on n'est pas là-bas longtemps et que le seul moyen de repartir sans être trop déçu de pas en avoir fait plus, c'est de se dire qu'on a fait le maximum qu'on pouvait faire sur la période où on était là-bas. Donc c'est vrai qu'on a peu de temps mort quand même sur ce type de mission.
Alors c'est une vidéo. Ouais, c'est un petit bout de vidéo. Alors je sais pas si il faudra la garder. Si vous pouvez. This is CNN Breaking News. Let's get more now on our top story. Super Typhoon Haiyan. Last hour, the storm made landfall in the eastern Philippines, and it has all the makings of a major disaster. Torrential rain and winds of more than 300 kilometers per hour. Les Philippines touchées par le super typhon baptisé Haiyan, le plus puissant de l'année et peut-être même un des plus violents de ces dernières décennies selon les spécialistes. Pour sortir de cet état d'urgence, le gouvernement philippin compte donc sur l'aide internationale. Elle vient de Corée, des États-Unis, d'Australie, de France aussi, comme cette équipe de volontaires. Une semaine après le drame, ils sont arrivés sur place et attendent désormais leur matériel pour commencer la mission. This is a look inside perhaps one of the strongest storms in recorded history. Oh my God! Le CMS n'est là que quelques jours, alors il n'y a pas une seconde à perdre. Direction les petites îles de l'archipel de Bantayan, où certaines populations n'ont pas encore vu l'aide internationale. On va pouvoir avancer légèrement la vidéo, donc pour arriver vers la fin, ouais Rémi, donc... Alors on va réintervenir dessus, on va baisser le son en fait de la vidéo, on peut la laisser en même temps, donc pour illustrer un petit peu justement cette intervention aux Philippines, donc du Corps mondial de secours, le CMS. Alors justement, il faut être financé, hein, bien sûr, Eric Zipper, donc pour pouvoir intervenir, bah, ça demande du budget, hein, c'est des hommes, c'est du matériel. Comment trouve-t-on les financements? Qui vous finance? Alors juste pour déjà avoir un ordre de grandeur, la mission Haiyan, c'était une des qui nous a coûté le moins cher, mais elle a quand même coûté quasiment 30 000 euros. Haïti par exemple, c'était 50 000 euros et on n'a pas payé le retour du fret. Donc ça fait des grosses sommes pour partir. Alors on est une ONG avec, comme on dit pour une ONG, la chance d'avoir la liberté d'intervenir un peu où on veut. Par contre les contraintes, c'est qu'on n'a pas d'aide financière. On n'a aucune subvention. Donc l'argent qu'on a, c'est l'argent de donateurs qu'on sollicite, d'entreprises voilà, qui vont nous aider. Donc il y a une partie dont on a besoin pour pouvoir partir. En gros, c'est entre 50 et 60 000 euros pour une mission. Et puis on a une partie de l'argent qu'on a besoin, même si on n'a aucun salarié permanent, même si on a le minimum de frais, il faut quand même compter 30 à 35 000 euros pour arriver à vivre dans l'année, à avoir du matériel qui soit continuellement performant. Alors on revend le matériel dès qu'on sent qu'il est plus assez performant, mais qu'il a encore une vraie valeur sur le marché pour acheter celui qui est plus performant et pouvoir partir. Et puis ensuite, tous les gens qui sont chez nous sont des volontaires, donc ils se prennent en charge toute l'année, hein, et simplement quand on part en mission, on prend tout pour que la mission ne leur coûte rien du tout, mais le reste du temps ils payent leur billet de train, ils prennent leur voiture, ils payent leur essence, voilà, c'est vraiment un vrai engagement, un travail de bénévole à part entière. Tout à voilà. fait, ouais. On est vraiment là-dessus. Justement, qui compose cette équipe? On a des personnes de tout secteur d'activité, tout milieu? Oui, tout milieu, tout âge, hein, et tout secteur d'activité. Alors on a très mélangé alors. Voilà. Ouais, c'est très mélangé, mais c'est aussi ce qui fait la richesse et le fait que, je pense que dans n'importe quel groupe qui intervienne, l'intérêt c'est d'être tous différents et d'avoir tous des vies et des expériences différentes. Donc on a des gens qui sont enseignants, on a des pompiers, on a des banquiers, on a des chefs d'entreprise, on a des gens qui viennent de la SNCF, enfin voilà, peu importe, mais ils sont tous animés en tout cas par la même fibre et ils s'engagent de la même manière. Alors c'est vrai qu'on a après on a dans les âges, on a plutôt des gens dont l'âge va tourner aux alentours de 25 ans, et souvent on retrouve ensuite une tranche plus importante
entre 40 et 60 ans, quoi. C'est une fois que les choses sont posées qu'on a un peu plus de temps. Que les enfants sont grands, hein, qu'on est installé évidemment donc dans la vie active et la vie sociale. Alors, dites-moi justement, on recrute chez vous, comment ça se passe si on veut devenir sauveteur et faire partie donc de votre ONG? Ouais, alors donc si vous voulez, enfin les gens qui veulent venir sauveteurs peuvent s'adresser. On a un stand qui est juste derrière quelques mètres là, voilà, d'accord. Ouais. Et puis sinon on a un site internet sur lequel vous pouvez trouver à peu près tout ce qu'il faut, qui va apparaître, je crois, qui apparaît là. Normalement, voilà. C'est parfait. Et voilà, donc il y a en prérequis, on leur demande juste d'avoir des diplômes de secourisme parce qu'on forme pas les gens au secourisme. Hein. Et puis après, nous, on s'entretient avec eux, on leur explique un petit peu ce qui les attend. Et puis s'ils sont toujours motivés, ils entament la formation. C'est parti, voilà. L'aventure est partie. Quelles sont les interventions du moment ou les projets d'intervention? Pour l'instant, tout va bien, pas de catastrophe. Naturel, international, tout va bien, c'est stable. On n'arrive pas à prévoir encore les catastrophes, donc on n'a pas de planning d'avance. Non, c'est sûr, mais bon. Mais on est potentiellement prêt à intervenir. Partir, n'importe quand. Après, nous, notre activité, c'est plutôt les formations, les exercices qui sont déjà programmés. Voilà. Et puis, j'avais mis aussi une petite vidéo parce que les Philippines étaient le seul pays à avoir tourné et envoyé à tous les gens qui étaient intervenus dans le pays une petite vidéo pour les remercier qui dure 1 minute. Et je trouve que c'était sympa qu'on puisse la voir. Alors cette vidéo a été tournée alors que le pays était retourné, on va dire. Hein, ouais, donc, moins d'un mois après. Ouais. Voilà, en pleine catastrophe encore. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. C'est émouvant, c'est émouvant. C'est vrai que c'est une belle vidéo, hein, effectivement. Ouais, tout à fait. Voilà, bon remerciement. On va remercier aussi Eric Zipper, mesdames et messieurs. Vous pouvez applaudir Eric Zipper pour ce témoignage. Et tous les sauveteurs et bénévoles donc, du CMS, Corps mondial de secours, parce que c'est une équipe, bien évidemment, donc chacun a son rôle dans ses interventions à l'international. Merci de ce témoignage. Je rappelle qu'on peut vous trouver bien sûr sur votre stand. Vous avez le numéro du stand ou pas ? C'est derrière. Non, oui, voilà, c'est derrière. C'est juste derrière l'organisation. Directement. J'aimerais remercier aussi donc notre consul des Philippines. Merci Christina Rolla McKernan d'être avec nous. Donc, thank you very much. Nous allons donc passer à la suite dans quelques instants. On va présenter les innovations. Merci Eric Zipper d'être présent, d'avoir été présent. À bientôt. Nous avons donc dans quelques instants, merci, des innovations à vous proposer. On a beaucoup donc d'inventions qui changent la face du secourisme. Nous allons donc recevoir, vous allez voir, une innovation donc avec Anne-Sophie Fredès-Bataille. Il va s'agir en fait du BAPSO, le kit donc de survie en quelque sorte. Vous allez voir, on va dire plutôt le lien à la vie.